Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité et le réseau sur ce laboratoire-là. Donc aujourd'hui, on va configurer notre routeur Linux sur Ubuntu. Pour que le test fonctionne bien, il faut d'abord démarrer notre pare-feu VFSense. Donc on le démarre. Comme on avait mis la dernière fois, on avait mis une sécurité en mode en ligne de commande qui nous demandait notre login, donc notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. On le mettra quand on aura besoin de PF100. Mais là, pour le moment, le pare-feu fonctionne avec les configurations qu'on avait faites sur la dernière vidéo. Là, on va aller sur le routeur Linux. Donc, on va mettre une interface en NAT parce qu'en fait, on a besoin d'une connexion Internet pour lui faire quelques petites modifications. Parce qu'en fait, la dernière fois qu'on avait installé la distribution Ubuntu, on l'avait mis vraiment au minimum, et il y avait très peu de logiciels dessus. Donc, on va dans Configuration, Réseau. Donc, sur le premier adaptateur où il y a marqué VBoxNet 2, on le passe en NAT. On fait OK, on démarre notre machine. Alors, sur VirtualBox, on peut mettre en plein écran en faisant CTRL à droite et EC. Donc là, on peut permuter et ça nous met ça en plein écran. Après, on verra pour installer le additionnel host invité de VirtualBox. Donc là, on est sur le login. Donc il faut se rappeler des identifiants qu'on avait mis dans la vidéo où on avait installé Ubuntu. Donc nous, c'était administrateur et le mot de passe était celui qu'on lui avait mis. Là, on est bien connecté. Alors, on va regarder est-ce qu'on est connecté sur Internet. Donc moi, je fais un ping par exemple sur google.fr. Donc là, j'ai même pas ping. Alors, attends. Donc là, on n'a pas ping, on n'a pas nano. Donc pour installer ping, il faut faire un sudo apt install iputile et ping. Donc il nous redemande le mot de passe. Et il nous l'installe. Donc par exemple, si je fais un ping www.google.fr, ça fonctionne. Maintenant, on va faire la même chose, on va faire un sudo apt install nano. Et là, on peut vérifier en tapant nano si ça fonctionne, on a bien nano. Pour que ce soit plus confortable, on peut installer aussi tout ce qui est invité, donc host, tout ce qui est virtual addition invité, donc ça on peut en faisant peut-être install. Donc il faut il faut les buts essentiels pour tout ce qui est la compilation. Il faut le Linux header, donc les librairies du noyau Linux qui permet de compiler les modules. Donc nous on va mettre en UNAME R, c'est pour avoir le kernel de la machine, et aussi on installe tout ce qui est module des KMS pour tout ce qui est chargement de module. On fait yes. Donc là, il a installé les bons logiciels pour installer le VirtualBox Addition. Donc ça, le VirtualBox Addition, en fait, c'est un CD qu'il faut insérer. Donc on retourne avec CTRL C, mais le CTRL C à droite. Là, dans périphérique, on fait insérer image de Addition invité. Et on va dans Média. Donc là, il n'y a rien. Donc là, il faut monter notre disque. Donc il faut faire un mount. Ça fera un mount CD-ROM sur, par exemple, Média. On fait un sudo boon dev cd-rom media. Il dit que, attention, il est monté qu'en lecture seule. Bah, en fait, c'est un cd-rom, c'est pour ça. Là, on peut faire ls. Donc, dans média, donc là, pour monter le disque des additions invitées, donc il faut faire insérer image, cd. Et pour le monter, il faut faire sudo. Donc il faut monter, donc on dit mount, on fait deux vis. Donc c'est quel deux vis? En fait, c'est le périphérique, c'est le cd-rom. Et on va le monter dans média. Alors là, ça nous dit attention, la source est en écrite et protégée en écriture et seulement montée en lecture. Bah, c'est normal, en fait, c'est un CD-ROM. Donc là, on va dans Média, on regarde, et là, on a le contenu de notre CD-ROM. Donc, qui nous intéresse, nous fait le vbox linux addition.run. Donc, on fait sudo ch vbox linux addition run. Et là, il va commencer à installer notre VirtualBox Addition invité. Alors, ça dit que ça peut mettre un peu de temps.
Donc là c'est installé, donc on a installé les outils qu'on voulait. Donc on va remodifier l'interface réseau, donc on va dans machine, on fait configuration. On va dans réseau, c'était le premier adaptateur qu'on avait modifié, donc on peut le remettre en réseau privé hot et sur la 2. On fait OK. On peut redémarrer la machine pour que tout soit appliqué, donc on peut faire un reboot. Alors là, ça peut prendre un peu de temps le redémarrage parce qu'il va pas réussir à se connecter sur le réseau parce qu'on n'a pas encore configuré les interfaces réseau et le routage. Donc là, on se reconnecte. Là, il y a quelque chose qu'on voit qui est pas bon, c'est le hostname. Hein, qu'on voit que là, on est connecté sur un nom administrateur, mais on a un hostname en serveur extranet. Hein, on peut même le vérifier si vous ne croyez pas, on tape hostname. Alors ça, pour le modifier, on fait sudo, donc là, on tape la commande en mode administrateur. On fait -b et on met le nom. Donc par exemple, nous, c'est un routeur qui est sur Linux Ubuntu. On fait entrer, il nous demande notre mot de passe. On fait hostname. Et là, on voit que notre hostname a été modifié. Alors, on voit que là, sur le login, rien n'a été modifié. Alors, on peut faire un exit. On se reconnecte. Et là, on voit que maintenant, on est sur administrateur, routeur, Linux, Ubuntu. Donc là, il reste à récupérer les informations sur les différentes interfaces réseau. Donc, on fait IP-A. Et là, on voit 4 interfaces réseau. Donc, la première, c'est le localhost ou lookback. Ici, ne va pas nous servir, hein, et ça permet de communiquer en interne dans cette propre machine en 127.0.0.1 sur une plage réseau vite. Après, on a nos 3 interfaces qui nous intéressent, donc le ENP0S3, le ENP0S8 et le ENP0S9. Donc ça, il faut le noter. Pour les repérer, ici, on a les adresses MAC. Donc c'est dans la ligne Link Ether, donc Ethernet. Donc on voit que là, le premier, c'est 0800277227F1. Après, sur la deuxième carte réseau, ENP0S8, c'est 080027D6DE5D. Et pour la dernière, le NP0S9 fait 08002728AFF7F. À partir de ces adresses MAC, en regardant dans la configuration du réseau de VirtualBox, donc si on sur le routeur, là on fait configuration réseau, et dans les adaptateurs, si on fait dans Advanced, on reconnaît nos adresses MAC qu'on a trouvées. Donc à partir de ça, on peut dire à qui appartient les VBox, donc net 2, donc c'est sur quelle carte réseau, sur quel sous-réseau ils sont mis. Donc sur l'adaptateur 2, là pareil, on voit que c'est 5D, donc on sait que c'est ici. Et sur le dernier adaptateur 3, là, c'est VBox 4, comme c'est le dernier. On n'a même pas besoin de regarder l'adresse MAC. On peut la regarder. Donc c'est alors 7F. Ouais, c'est bien 7F. Après, il faut regarder sur la topologie les adresses IP. Donc sur VBox Net 2, donc c'est 192, 168, 60, 253. Il y a une plage en 29, donc le masque. Après, sur le 3, donc la VBox 3, c'est celle-là, donc les serveurs, on est en 192, 168, 60, 238 et on est aussi sur une plage 29. Sur la VBox 4, c'est celle-là, c'est les postes de travail. Donc on voit que là on est en 192, 168, 60, 126 et la plage elle est de 25. C'est pas la même plage. Non, 92, 168, 60, 126, c'est la plage 25. Donc là on a les informations qui nous permettent de configurer le réseau. Là on sait que on aura une gateway sur PF100 qui sera en 192, 168, 60, 254. Enfin, on peut la noter. 192. On retourne sur notre routeur Linux. Et là, il faut savoir qu'on est sur Ubuntu Linux Server et c'est Netplan qui configure tout ceci. Le fichier se trouve dans etc netplan 00 installer config yam. Alors, avant de le modifier, on va dans le répertoire où il est, on regarde les droits. Et en fait, là, par défaut, il a les droits trop ouverts. Normalement, le groupe et les autres ne devraient pas avoir de droit en lecture. Sinon, il va nous afficher un warning comme quoi il y a des personnes qui peuvent lire le fichier. Donc, par exemple, là, je suis en tant qu'administrateur et normalement, je ne devrais pas avoir les droits pour les lire
tant que je suis pas en route. Et par contre là c'est bien le cas, hein. Si je fais un 4, je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut changer les droits. Donc pour faire ça, il faut faire un sudo. Donc on peut que changer les droits en tant qu'administrateur, en tant que route plutôt. Et on fait un change mode. Alors là on veut que les lectures et écritures pour le route, donc on met 6. Donc 4 pour la lecture, 2 pour l'écriture, donc ça fait 6. On enlève tout sur les groupes et les utilisateurs et on met sur le fichier 0 installeur. Donc là on tape le mot de passe. On peut vérifier que les droits sont bien appliqués. Là on voit que si on fait un 400, on peut même plus y accéder. La permission denied, refusée, ça veut dire. Maintenant, il faut configurer les différentes interfaces. Donc, on va modifier le fichier en tant qu'administrateur en faisant sudo nano, donc avec l'éditeur nano. On va modifier la configuration. Donc, la configuration par défaut, elle est mise en DHCP. Nous, ce qu'on veut, c'est pas du DHCP, c'est du statique. On veut une adresse qui ne changera pas. Alors, on s'est pris une version de... Donc version 2, on va le mettre à la fin. Alors on va changer un peu la notation. Donc là, on veut plus de DHCP, on supprime. On veut lui mettre en premier, c'est une adresse. Donc on met adresse. Donc là, on lui met l'adresse qu'on veut lui mettre. Donc l'adresse pour ENP0S3, on veut mettre, c'est du 192, 168, 60, 253 avec le masque 29. Donc ça, on met ça tout de suite. On est obligé de lui mettre une route, un gateway pour qu'il puisse communiquer avec nos réseaux PF France, donc notre pare-feu. Et il pourra accéder directement à celui-ci, donc à internet, etc. Si le pare-feu l'autorise, hein, évidemment. Donc on fait un gateway, en fait c'est un routage, donc on fait en route. Donc la première chose, c'est qu'on lui dit à partir de qui, donc tout. Donc on met par défaut, donc il va écouter sur toutes les adresses IP via notre passerelle qui sera en 192.168.60, qui sera notre PF100. Après, il faut lui mettre un DNS. Donc un DNS, donc pour résoudre les noms de domaine, hein, en fait c'est qu'on va lui envoyer, nous, c'est par exemple pour contacter un site internet, on va lui envoyer une adresse internet et il faut qu'il retrouve l'IP, donc à partir du nom de domaine. Donc il faudra bien contacter un résolveur DNS. Donc il faut bien lui indiquer que sinon la personne elle sera toujours obligée de taper le nom d'adresse IP du site internet pour y accéder et c'est pas pratique. Donc là, serveur. Alors là, vous pouvez mettre une adresse. Donc là, on met l'adresse. Et l'adresse que vous mettez, bah ça peut être du Cloudflare, par exemple 111, du Google 888, ça peut être ce que vous voulez, du moment que l'adresse est valide. Donc là, on a configuré le NP0S3, et si on voit sur la topologie, normalement, si c'est connecté, là, on peut directement accéder à notre pare-feu PF100 et après on peut connecter carrément ici. Vu qu'on a désactivé toutes les règles, hein, dans les règles, il laisse tout passer, donc normalement ça devrait fonctionner. On peut essayer de voir si ça fonctionne. Hein. Donc on écrit notre configuration, on exit. Donc là, on va appliquer notre configuration avec notre plan. Alors, la première chose qu'on va faire, on va d'essayer d'appliquer la configuration avec try. Et là, il dit si ça nous convient, appuyez sur la touche entrée avant que le décompte se fasse. Hein. Donc, ça nous plaît. Si on fait un IPA, on voit que l'adresse a bien été configurée, 192, 168, 60, 253, sur une plan 29. On peut essayer de piller le 192, 168, 60, 254. Donc là, on voit que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et normalement, pour voir si notre serveur DNS fonctionne, on peut essayer de pinguer aussi du Google hein, ou une autre adresse internet, comme vous voulez. Et là, on voit que ça fonctionne. Il nous reste plus qu'à configurer le reste. Hein. Donc on réédite encore notre configuration. Donc là, on a une autre interface qui s'appelle ENP0S8. Donc celle-là qui va vers les serveurs. On lui indique que c'est des adresses qu'on veut mettre. Donc l'adresse qu'on veut mettre c'est du 192, 168, 60, 238 avec une plage 29. Donc c'est bien celle-ci. Par contre, on n'a pas besoin de lui mettre la gateway. Donc ça va être géré par comme on avait configuré PF100, ça pour qu'il fasse les routes statiques, etc. Et en plus, pareil au niveau des adresses là, DHCP, on fera après plus tard dans notre vidéo une passerelle DHCP.
Et le DHCP sera fourni par notre serveur Active Directory. Hein. C'est Active Directory là, qui va fournir les adresses hein, qui vont passer par là aussi là, pour les comptes clients. Donc là, ça sera... Et dedans, il y aura aussi le DNS si les clients ont besoin d'un DNS, évidemment. On fait la même chose, on va configurer l'adresse pour ENP0S9 donc pour les clients. Donc là, on indique que c'est des adresses qu'on veut mettre. On va mettre les adresses, là, c'est 192, 168, 60, 126. Alors faites gaffe, c'est pas le même masque réseau, c'est en 25. Donc là, notre configuration, on a fini de l'écrire. Donc on enregistre. Alors, il nous reste plus qu'à l'appliquer. Donc là, on peut faire une autre méthode, là, avec NetPlan. On peut lui dire, par exemple, de directement l'appliquer sans l'essayer. Donc on peut faire Apply. Et là, il l'a appliqué directement. On peut refaire un IPA pour voir si toutes les adresses ont été appliquées. Donc là, on voit que ENP0S3, ça n'a pas changé. On est sur 192, 168, 60, 253, sur une plage 29. Sur le NP0S8, on voit que ça a changé. 592, 138, 60, 238, sur une plage 29. Donc ça, c'est bon. Et sur ENP0S9, on a bien en 192, 108, 60, 126. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a calculé aussi, si vous regardez là, il y a BRD, donc le broadcast. Donc la diffusion, 192, 108, 60, 255, et 192, 108, 60, 239 aussi pour l'NP0S8, et 192, 138, 60, 127. Alors ça, c'est intéressant. Hein. Si vous n'avez pas fait les calculs comme vous l'avez fait dans le tableur, là, le programme, l'interface réseau, le calcul pour vous, hein, vous l'affiche. Alors, une fois que ceci est fait, là, notre routeur ne fonctionne pas encore. Hein. Il faut activer le routage. Donc là, pour modifier le routage, hein, donc le forwarding, la redirection des réseaux, donc il faut modifier le fichier 6ctl.conf. Donc on va le modifier en faisant sudo nano tc 6ctl.conf. Donc la ligne qu'il faut documenter, c'est le net.ipv4 ip underscore forward égale 1. Donc une fois qu'elle est documentée, là, on active le forwarding. Ça veut dire que là, il pourra diffuser le réseau sur toutes les cartes réseau entre elles. Donc ça pourra faire un routage. C'est-à-dire que toutes les cartes pourront communiquer entre elles. Une fois documenté, on enregistre, on quitte et on redémarre le système d'exploitation pour qu'il prenne tout ceci en compte. Donc pour redémarrer sous Linux Ubuntu, on fait un reboot. On peut faire aussi un init 6, ça fonctionne aussi. Mais des fois ça fonctionne pas sur certains Linux où vraiment on met en mode serveur, on met très peu de fichiers. Hein. Alors là, notre serveur a redémarré. Maintenant, il faut le tester en attachant une machine ici. Alors là, on sera obligé de mettre une adresse fixe hein, parce que le serveur DHCP n'est pas encore configuré. Donc, il ne pourra pas fournir encore un serveur DHCP. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre notre machine Windows, là, donc Windows 10 client. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans les réseaux parce que la dernière fois, j'avais modifié les adaptateurs. Donc là, c'est plus le 2, mais le 4, hein, d'après la topologie. Donc, je fais OK et je démarre cette machine. Je mets le mot de passe. Donc, on va configurer réseau, donc on peut faire Windows R. On fait ncpa.cpl pour aller sur l'interface réseau. On double-clique dessus, on va dans propriétés, on va dans protocole internet version 4, TCP/IP version 4. Alors là, c'est plus une adresse automatique, ou si vous avez déjà utilisé une adresse IP suivante, vous la laissez dessus. Donc là, il faut mettre l'adresse IP dans une plage dans le 192, 128, 60, 126. Hein. Si vous vous rappelez des calculs qu'on avait fait avant, on avait 128 adresses disponibles hein, de 1 à 127. Donc on peut prendre une adresse dessus. Donc par exemple, je peux mettre 128, je peux prendre la 60, la 20 ou la 10, prendre la 10. Masque sous réseau, vous vous rappelez que c'était 128. Passerelle par défaut, donc c'est la passerelle du côté de notre routeur. Donc si vous vous rappelez bien, c'est ça, 192, 168, 60, 126. 192, 168, 60, 126. Le DNS, on peut le changer, on peut mettre le 1111888. Vous pouvez mettre d'autres. On fait OK. Là, on a le bandeau qui s'est mis, donc ça veut dire qu'il a réussi à se connecter sur quelque chose, donc ça c'est bien.
Et là, on peut faire quelques petits tests, hein. On peut démarrer une commande, une interface en ligne, donc du genre qui ressemble à une interface comme sur MS-DOS. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'amuser à pigner sur 192, 168, 60, 126. Donc là, on voit que de là à là, ça fonctionne. On peut s'amuser à essayer de pinguer notre PF100. Donc 192, 168, 60, 254. Donc on va pinguer 192, 168, 60, 254. Donc ça c'est notre pare-feu. Donc là ça a l'air de fonctionner. Donc normalement, si ça ping sur notre PF100, on pourrait pinguer facilement sur le 888, là, sur notre DNS, donc ça fonctionne. Et on devrait, si notre DNS fonctionne et notre PF100 fonctionne, normalement on devrait pinguer sur une adresse internet. Et là, ça fonctionne nickel. Alors, je peux tester, hein, maintenant, on sait que l'interface web, si je fais, par exemple, www Google, et je fais test, ça fonctionne. Donc là, on a réussi à configurer notre routeur avec toutes les interfaces réseau liées avec lui, hein. Donc, toutes les adresses ont été configurées. Le routage a été fait, donc ça fonctionne. On a réussi à nous connecter ici, et on l'a testé avec notre machine Windows 10. Et on a un peu appris comment utiliser NetPlan. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus et surtout cliquez sur la cloche de notification.